Marco Bellocchio, 83 ans, ne s'arrête plus de tourner. Après la production d'Esterno Notte, sa remarquable mini-série en 6 épisodes sur l'enlèvement et l'assassinat d'Aldo Moro, tournée en 2022, le cinéaste italien revient à Cannes avec un projet, L'Enlèvement, qui, une nouvelle fois, lui permet d'observer comment la raison institutionnelle agit aux dépens de la raison individuelle. Les œuvres de Bellocchio, au moins depuis les années 90, répondent à la volonté de vérifier la nature des porosités qui existent entre l'intime et le collectif. La grande histoire, nous le savons, contrarie et décide toujours de l'issue des histoires individuelles jusqu'à ce que ces dernières s'accommodent ou pas de ce qui leur est imposé. L'enlèvement, le nouveau film de Bellocchio, ne déroge pas à ses intentions et le film est à l'évidence traversé par la volonté d'expliciter comment l'existence individuelle peut être assujettie à l'histoire universelle et d'autant plus lorsque cette histoire universelle s'emballe. L'enlèvement décrit une situation que nous qualifierons aujourd'hui d'ubuesque. Nous sommes en Italie, à Bologne, en plein Risorgimento, période de l'unification italienne débutée au milieu du XIXe siècle et qui s'achèvera en 1870 lorsque Rome, capitale de l'État pontifical, sera annexée au reste de l'Italie. Un enfant de confession juive, âgé de 6 ans, Edgardo Mortara, est enlevé à sa famille sous prétexte qu'il a été baptisé en secret par une employée de maison inquiète à l'idée que l'enfant puisse mourir et qu'il soit ainsi, selon les préceptes de l'Église catholique, condamné à errer dans les limbes après sa mort. L'inquisiteur de Bologne en est alerté et il délivre une ordonnance de soustraction de l'enfant à sa famille. Edgardo est conduit à Rome dans un séminaire spécifiquement élaboré pour convertir définitivement à la cause de l'Église les enfants juifs ou musulmans. Le récit filmique se développe en plusieurs temps. Marco Bellocchio insiste, dans un premier temps, sur l'enlèvement et les actes, voire les recours envisagés par les parents Mortara afin de récupérer la garde de leur enfant. Puis le film devient plus trouble dans la mesure où, syndrome de Stockholm avant l'heure oblige, Edgardo déploie ce qui s'apparente d'abord à des stratégies de survie. Puis vient le temps, dans la vie d'Edgardo, comme dans le temps filmique, de voir se développer une forme d'irrationnel qui s'empare des actes et des propos de l'enfant pour questionner à l'aide de motifs abstraits, la compréhension des actes par le spectateur. Ce dernier est invité donc à décrypter la véritable nature de ce qui touche à Edgardo, ce qu'il dit, ce qu'il fait, les paroles qu'il reçoit et comment il les interprète. Il faut donc, pour le spectateur, séparer ce qui relève de la survie et de la méthodologie adoptée pour surmonter la douleur vécue par Edgardo, ou ce qui est de l'ordre de l'ingestion inconsciente d'attitudes, de comportements qui conduisent l'enfant à accepter l'endoctrinement qui est le sien. Si les lumières du film constituent nombre d'indications sur ce qui anime le jeune garçon, les clairs-obscurs, défient toute volonté manichéenne par exemple, deux scènes devraient aider le spectateur à s'y retrouver. Deux scènes sont construites en miroir et se répondent. Elles sont filmées à l'identique pour alerter le spectateur sur l'ambiguïté qui s'empare du récit filmique. Scène première, lorsque la police vient récupérer Edgardo chez ses parents, l'enfant trouve un refuge éphémère en se dissimulant sous la robe de sa mère. Plan serré, gros plan, voire très gros plan sur le regard perdu et épouvanté de l'enfant. Scène 2, plus tard, vers la moitié du film. Edgardo joue dans un jardin avec d'autres petits garçons soumis aux mêmes règles que lui en présence du pape Pie IX. Un jeu de cache-cache occupe les enfants et alors qu'Edgardo s'apprête à être découvert par son camarade de jeu, le pape lui offre un abri sous sa cape afin de lui permettre, temporairement, de se soustraire aux principes qui régissent le jeu des enfants. La mère a donc été, par la mise en scène, remplacée par un père de substitution, le père des pères, le pape. Le souvenir de l'amour filial de la scène 1 réapparaît et est remplacé dans la scène 2, par cette résurgence de la conscience de l'amour qui dictait l'attitude de la mère. Si le tissu narratif brouille les pistes, la mise en scène se charge de structurer et d'observer les mutations internes au jeune garçon. Le spectateur peu scrupuleux pourrait se méprendre et considérer que l'enlèvement est filmé platement et sans ambition plastique. Dommageable considération puisque ce n'est pas parce que la machinerie n'est pas perceptible qu'il n'y en a pas. Bien au contraire. L'une des plus grandes difficultés rencontrées par les cinéastes consiste, justement, à tout faire pour que la mise en scène soit la plus discrète possible. Dans le cas de Bellocchio, il ne faut pas se méprendre. Surtout ne pas croire ou penser que la mise en scène est inexistante ou confinée dans un classicisme qui serait la finalité intentionnelle du cinéaste. Car la forme filmique choisie par Bellocchio, chargée de classicisme, certes, ne s'exonère jamais de considérations structurelles ou formelles qui apparaissent de différentes façons. Après avoir filmé les situations initiales de manière frontale, presque comme un document, afin de définir un postulat de départ, Bellocchio opère quelques changements dans sa manière de penser les scènes puisque le cinéaste choisit d'indexer les angulaires et la construction des plans en considérant systématiquement les affects et le ressenti d'Edgardo. Ainsi, la mise en scène traduit ce que le discours narratif n'explicite pas.
Ce que l'enfant cache aux adultes pour jouer à un jeu dont il est le seul à maîtriser les contours, eh bien, c'est l'image qui le traduit. Des plongées démiurgiques introduisent un point de vue moral, celui du cinéaste, sur la situation des Mortaras, mais aussi sur l'attitude postérieure des autorités cléricales. Des cadres étouffants traduisent le sentiment d'enfermement qui habite Edgardo, les plongées et contre-plongées trahissent les espoirs ou les déceptions de chacun. Rien n'est définitivement acquis, puisque ces procédés parfois contradictoires s'enchaînent, s'opposent, se prolongent, se contredisent, pour constituer un discours filmique des plus complexes. Le film peut se lire aussi comme une réflexion philosophique sur le pouvoir, sans doute. Mais il faut surtout accueillir l'enlèvement comme une méditation sur l'insondable profondeur de l'âme humaine et ses inextricables systèmes de défense qui lui permettent de survivre aux pires outrages. Et ce n'est pas le moindre des tours de force que d'avoir réussi, avec l'enlèvement, à rendre aussi évidente et limpide la complexité de ce qui définit et anime, finalement, tout individu.